Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 74, podcast Les Petits Plus Zen. Nous allons parler aujourd'hui de l'héritage parental. Alors c'est peut-être le bon moment pour toi d'écouter cet épisode ou peut-être pas. Donc je vais t'annoncer que c'est un chapitre difficile dans sa parentalité quand on va revisiter sur quoi on a bâti notre parentalité présente, actuelle, par rapport à ce qu'on a vécu comme éducation, comme ressenti et comme perception. Donc si tu es à un moment où tu n'as pas envie de creuser plus loin, où tu n'as pas envie de deuiller, où tu n'as pas envie d'explorer cette braise-là, je te conseille de passer cet épisode et d'y revenir peut-être un petit peu plus tard. Et puis si tu sens que c'est le bon moment pour toi, bienvenue dans l'aventure, on embarque tous les deux et c'est parti. Alors je vais déjà commencer par te donner 3 raisons pour lesquelles c'est important de s'intéresser à notre héritage parental et ensuite je te donnerai une douzaine de pistes pour pratiquer, pour avancer, pour l'admettre, pour le traverser et pour le digérer en réalité, cet héritage parental, le transformer justement pour qu'il te soit utile sans être un poids, sans être un fardeau. Donc ce que j'appelle héritage parental, c'est tout ce qui a constitué notre vécu quand on était petit enfant, quand on était adolescent. Tous les souvenirs dont on se rappelle, tous les filtres qu'on a eus sur comment votre père a réagi, comment votre mère a réagi, ce que vous avez entendu, ce que vous avez compris à l'époque des règles, de l'autorité, de votre comportement. Est-ce que votre comportement a été étiqueté, jugé, valorisé, critiqué? Donc ce que vous avez perçu quand vous étiez enfant, c'est logé dans une mémoire corporelle et intellectuelle. Donc on a des bribes de ces souvenirs-là. Certains sont conscients, certains sont moins conscients. Mais ils créent un ensemble de filtres, ils créent un ensemble de croyances qui maintenant, dans notre présent, sont devenus des fils de pensée qui sont habituels. On ne va pas les remettre en cause parce qu'on a vécu avec pendant des années. Donc ils font partie de notre bagage, ils font partie de notre base de données. On a pris l'habitude de vivre avec eux. C'est une partie aussi du bagage de Léopold, notre petit hamster qui est dans notre cerveau. Et quelque part, c'est notre cadre de référence. C'est une partie de notre génération actuelle qui a été vécue, qui fait partie de notre mémoire, qui fait partie de notre passé. Et la difficulté quand on devient parent, c'est qu'à notre tour, on doit installer un cadre éducatif, une procédure, une méthodologie, une attitude, une posture vis-à-vis de notre bébé, le premier bébé. Donc on passe de l'autre côté du miroir, on devient le parent. Ce qui fait que le dossier de notre ressenti, quand on était enfant, se réouvre, la marmite se réouvre pour certains. Quelque chose qu'on n'avait pas voulu voir pendant des années. J'en parlais récemment avec une dame qui était venue acheter la table à langer. Et finalement, quand on devient parent pour la première fois, on a cet effet de matrescence, de patrescence qui réouvre peut-être des émotions comprimées, peut-être des souvenirs enfouis, peut-être une relation à nos parents qui n'a pas été complètement digérée. Alors, pour vous, ce n'est peut-être pas du tout le cas. Vous avez vécu ça très bien, ça a été fluide. Il n'y a pas eu d'à-coup, il n'y a pas eu de rebondissement sur le passage à votre parentalité. Donc, vous avez bien vécu la matrescence et la patrescence. Et puis, pour certaines personnes que j'ai rencontrées à l'école et que j'accompagne maintenant, ce passage à l'accouchement, ce passage à ramener le bébé à la maison, nous fait revivre une partie de ce qu'on avait ressenti quand on était jeune.
quand on était bébé, quand on était plus grand, quand on était ado, on réentend subitement des phrases qu'on a entendues pendant des années et qu'on se voit parfois prononcer. Parce que justement, il y a une certaine loyauté dans ce qu'on a vécu au début, il y a une certaine fidélité au cadre qu'on a reçu, à l'éducation, à la culture, à la posture qu'on a reçue. Et cette fidélité dans les valeurs de la génération d'avant, cette transmission, elle vient un petit peu en antagonisme avec notre volonté de nous émanciper. Un peu comme l'adolescent dont on parlait dans l'épisode du Terrible 2, dans l'épisode 72, au moment où on devient parent, on a à la fois ce sentiment d'appartenance à la lignée, une sorte de reconnaissance et de gratitude pour avoir été vivant, pour qu'on nous ait donné la vie, et à notre tour, on est en train de donner la vie, donc on est en train de créer une nouvelle génération, une nouvelle lignée, et dans ce petit interstice-là, se crée un doute sur qu'est-ce que je vais garder et qu'est-ce que je vais changer. Donc comme à la crise d'adolescence, on a ce besoin d'appartenance et ce besoin d'affirmation. On a un conflit entre la rayure verte d'autonomie et de choix et de liberté et puis la rayure de relation par rapport à la génération d'avant, par rapport au couple parental, par rapport aux principes qui ont été transmis, aux valeurs qui ont été transmises. Et on se retrouve dans cette espèce de flou de qu'est-ce que je garde? Est-ce que je fais exactement ce que j'ai reçu comme éducation? Est-ce que je me mets à l'opposé de mon éducation? Est-ce que j'arrive à trier et auditer ce que j'ai reçu et ce que je veux garder de ce que j'ai reçu et de ce que je veux changer? Et je me souviens d'une cliente qui m'a dit « Je suis tellement en colère par rapport à l'éducation que j'ai reçue que je suis partie à l'opposé. Je suis partie complètement à l'opposé de l'éducation que j'ai reçue. » Et c'est quelque chose que vous pouvez peut-être entendre autour de vous. Ça veut dire que par réaction, on ne veut plus subir les effets qu'on croit avoir perçus. C'est une histoire de perception, tout ça n'est pas complètement réel, c'est les souvenirs qu'on a de notre enfance et les souvenirs qu'on a de ce qu'on pensait de nos parents qui, en réalité, polluent, parasitent nos décisions dans le présent. Donc pendant tout cet épisode, je vais vous faire un balancier entre ce qu'on percevait de l'époque et ce qu'on perçoit maintenant. Notre conscience des éléments à l'époque, quand on était enfant, on avait bien entendu une vision très étriquée du monde extérieur. On avait une vision assez fermée, assez premier degré, assez basique de l'élément extérieur, de la connaissance, des relations humaines, même du système autour de nous. On ne voyait que notre propre intérêt, notre propre plaisir et nos propres besoins en tant qu'enfant. Et quand on devient parent, à notre tour, on se retrouve dans ce double rôle de se rappeler comment on avait vécu l'éducation en tant qu'enfant, et de se dire maintenant c'est à moi de donner cette éducation. Maintenant c'est à moi de poser le cadre. Est-ce que je vais faire comme ma mère? Est-ce que je vais faire comme mon père? Est-ce que je vais changer? Qu'est-ce que je veux changer? Donc ça c'est les deux premières questions qui mériteraient de s'interroger sur quel est mon héritage parental? Qu'est-ce que j'ai emmené comme bagage avant moi, avant d'accoucher, avant d'avoir ce premier enfant? Deuxième question, c'est aussi de se dire, est-ce que ce moule que j'ai vécu est là depuis longtemps? Donc j'ai plusieurs clientes qui m'ont parlé aussi du fait que leur grand-mère était comme ça, leur arrière-grand-mère était comme ça, et qu'elles avaient une sensation de vouloir casser la chaîne, casser la transmission, casser le mode d'éducation qui s'était installé dans cette famille. Est-ce qu'on a besoin de casser le moule complètement? Est-ce qu'on veut faire autrement juste pour retrouver un peu d'autonomie et de puissance intérieure? C'est une possibilité aussi. Et de se demander, à tout moment, moi, dans ma vie présente, j'ai déjà beaucoup de casquettes à choisir. Vous avez peut-être une casquette de parent, une casquette professionnelle, une casquette associative, une casquette vis-à-vis de vos amis, de vos frères et sœurs. Donc dans votre identité du présent, c'est déjà bien difficile de coordonner les parts de nous qui ont parfois des intérêts un peu, pas opposés, mais un peu non complémentaires. Et si en plus on se promène avec notre sac de cailloux héréditaire, avec notre sac de souvenirs et de fardeaux d'avant, de la génération d'avant, on a encore plus de mal au jour le jour à être aligné avec ce qu'on voudrait transmettre, ce qu'on voudrait exprimer, ce qu'on voudrait ressentir, parce qu'on a des tonnes et des tonnes de cailloux dans notre sac à dos. Donc les 3 raisons de s'intéresser à cet héritage parental, c'est de se dire je vais faire un peu la clarté sur ce que j'ai vécu pour éviter de me mettre à l'opposé en réactivité. Je vais aussi m'intéresser à ce que j'ai vécu enfant pour faire à ma façon, de manière singulière, à créer ma parentalité, à aller vers une parentalité
authentique, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière qui parlait de ça, de faire à ma façon et non pas ce que je voudrais que mes parents aient comme continuité ou ce que je voudrais que la société voit dans mon choix de vie. Et la troisième raison, c'est de se dire, pour alléger le quotidien, pour sortir des rôles qui sont assignés et qui sont déjà assez complexes dans le présent, on peut se libérer un peu des postures qu'on a eues dans notre enfance. Alors ça peut être des postures assez simples, peut-être un enfant timide pour pas déranger les adultes, peut-être un enfant très affirmé pour attirer l'attention, peut-être qu'on a eu un comportement d'aide et de soutien parce que nos parents avaient des difficultés et tout ça. Donc suivant votre histoire, cette phrase, elle va résonner en fonction de ce que vous avez vécu. Mais il se peut que très jeune, on ait déjà eu des comportements de type de rôle, du genre, du rôle de « je m'efface pour qu'on ne me remarque pas », du rôle de « j'aide tout le monde parce que comme ça j'ai l'impression d'exister », ou alors « j'ai un comportement débordant, confrontant pour montrer que je suis là, pour qu'on s'occupe de moi et tout ça ». Donc, quel était notre rôle d'enfant ? Est-ce qu'il nous a été conscientisé jeune ou est-ce qu'on s'en est rendu compte en devenant parent ? Comment est-ce que les adultes autour de nous réagissaient quand on était dans ce rôle-là ? Comment est-ce qu'on veut maintenant, nous, être le parent qui reprend la main, qui reprend une sorte de puissance parentale, non pas sur ses enfants, mais sur ses décisions. Donc on va creuser toutes ces pistes pour essayer d'adoucir notre héritage parental et pour essayer de le digérer. Une fois de plus, si ça commence déjà à piquer, si vous sentez que les braises sont trop chaudes dans votre cheminée des émotions là maintenant, je vous propose d'arrêter l'épisode ici et de revenir à un moment où ce sera plus confortable pour vous. D'ailleurs, cet épisode, il aurait sans doute pas été possible au tout début du podcast dans les 10 premiers épisodes. Parce qu'il a fallu moi-même que je traverse tout ce que je pensais de mon éducation, tout ce que je pensais de l'éducation que j'ai donnée à ma première fille, tout ce que j'avais à deuiller moi en tant que fille, moi en tant qu'ado, moi en tant que maman de 2007 et maintenant moi en tant que maman de ma deuxième fille en 2018. Ça veut dire que l'ouverture est quand même très positive. À tout moment, on peut revisiter cet héritage parental. De toute façon, à tout moment, on peut revisiter n'importe quelle braise dans notre cheminée des émotions. Et les clientes d'Emotizen le savent bien parce qu'on parle beaucoup de ça pendant les lives. Mais de se dire, cette braise-là, de ce que j'ai perçu de mon enfance, ce que j'ai perçu des réactions de mon entourage proche, notamment mes figures d'attachement, mon père, ma mère, ont encore parfois des répercussions dans mon présent, dans ma façon d'élever mon enfant, dans ma façon de m'énerver, dans ma façon de trouver ça juste ou injuste, dans ma façon d'attirer l'attention ou de vouloir que mon enfant m'obéisse ou de vouloir que mon enfant fasse comme moi j'ai fait quand j'étais petit ou à l'opposé, ne pas vouloir faire à mon enfant ce qu'on m'avait obligé à faire. Donc il y a beaucoup de cas de figure suivant ce que vous avez vécu en étant enfant et l'intérêt n'est pas de choisir ce qui est bon ou mauvais, c'est rarement ça, c'est rarement aussi binaire, mais c'est de se dire plus je comprends comment j'ai perçu mon enfance et mon adolescence, et plus je pourrai à mon tour éviter d'être dans la réaction quand mon enfant va reproduire quelque chose que j'ai moi-même vécu. Le cas typique, et que j'ai vécu très tôt avec ma grande, c'est que quand ma grande se mettait très en colère, je me sentais démunie parce que moi, je n'avais jamais osé aller aussi loin dans l'expression de mes colères. Et le fait que j'autorise ma grande fille à exprimer sa colère me mettait dans un état presque dissocié parce que je ne savais pas comment réagir. Une partie de moi était contente de la laisser exprimer sa colère, mais une partie de moi ne savait pas comment réagir puisque moi, je n'avais jamais été en position d'exprimer à ce point ma colère. Et je n'avais pas eu d'exemple de comment on accueille la colère d'un enfant. Notamment parce que les rares fois où j'avais exprimé ma colère, ça se finissait pas vraiment bien. Ça se finissait pas en empathie ou en bienveillance, comme dans l'épisode de la semaine dernière. Donc en réalité, c'est confrontant de se voir réagir en tant que parent. Et j'ai quelques mamans qui me disent, moi quand je me mets en colère, j'ai l'impression d'être un dragon. J'ai l'impression que ce n'est plus moi qui parle. C'est une partie de moi, une partie presque animale, empirique, mais dans le sens je ne suis plus maître de moi-même. Et là on voit la puissance des flammes dans notre cheminée des émotions parce que ces flammes-là, elles viennent pas de nulle part, elles ne viennent pas non plus du présent, elles viennent de la perception de ce qu'on comprend de la situation. Et ça nous renvoie à nos braises d'enfance, alors pas que nos braises d'enfance, mais une partie de nos braises d'enfants.
Donc on va passer maintenant à comment est-ce qu'on peut adoucir tout ça, quelles sont les pistes que je vous propose, de la même façon que je les propose en accompagnement individuel ou collectif. Donc prenez des notes si vous avez envie de noter ça, et puis sinon vous reviendrez tranquillement à l'épisode. Alors première piste, c'est de trier parmi tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, donc de faire une sorte d'inventaire, un audit de toutes les valeurs que vous voulez garder. Donc vous allez d'abord choisir tout ce qui vous paraissait bien, agréable, cohérent et que vous voulez garder. Ça va être un socle pour choisir ensuite les actions qui en découlent. Donc là, on fait une première base de données, tout ce qui vous plaisait, tout ce que vous avez comme bons souvenirs, peut-être sensation de respect, d'écoute, d'empathie. Donc on est plutôt sur la rayure orange. On est aussi un peu sur votre rayure d'identité, les moments où vous vous êtes senti vraiment vivant, en pleine action, en pleine liberté. De revisiter un peu ces souvenirs-là et ensuite de voir dans quelle mesure vous pouvez les maintenir, les continuer avec vos propres enfants. Deuxième piste, là on va se rapprocher de l'effet que notre éducation a par rapport au monde extérieur. Donc un petit peu comme on l'a dit avec la parentalité bienveillante la semaine dernière, c'est de se dire quoi que je fasse comme parent, comme mère, comme père, de toute façon le monde extérieur aura un avis dessus. Le regard des autres va poser un jugement sur ce que je fais. Au lieu de m'intéresser à ce que les autres vont dire, et parmi les autres, il peut y avoir les beaux-parents, les grands-parents, les parents, évidemment, ils vont avoir un avis sur ce que vous choisissez dans votre parentalité, sur vos décisions d'alimentation, d'allaitement, de mode de garde, sur votre relation à votre conjoint, sur votre relation peut-être colère de vos enfants, au fait qu'ils disent pas bonjour, au fait qu'ils lancent des objets. Donc, le regard de l'autre, on ne va pas l'éviter en parentalité, mais on peut commencer à le revisiter. On en parlait dans l'épisode 40 du podcast, et de ne surtout pas essayer de rentrer dans une comparaison de « c'était mieux avant »,« de mon temps ceci »,« quand vous étiez petit, c'était pas comme ça », parce que les anciens, donc soit vos parents, soit vos beaux-parents, soit vos grands-parents, ont une vision de ce qu'ils ont fait qui est elle-même déformée avec le temps. Donc cette deuxième piste, c'est de ne pas vous ancrer dans une comparaison perpétuelle avec ce que disent les autres autour de vous, de ce que racontent les gens qui ont des souvenirs en commun avec ce que vous avez vécu, mais qui n'ont pas du tout la même perception. J'aime beaucoup parler de cet extrait du livre de Don Miguel Ruiz, qui parle des accords Toltec, où il disait « c'est comme si on rentrait dans une salle de cinéma, et puis au film, on reconnaît que c'est notre vie. Donc le scénario passe à l'écran, c'est notre vie. Mais par contre, le style, les phrases, les expressions, c'est pas du tout ce qu'on avait perçu de notre vie. Et on se rend compte en fait que le film qui est projeté, c'est le film perçu par notre sœur, ou le film perçu par notre père. On a beau avoir vécu des événements en commun, on a beau avoir été présent sur les mêmes lieux, on n'a pas eu les mêmes souvenirs de ce moment, on n'a pas eu les mêmes retours, les mêmes ancrages. Et c'est intéressant parce que quand on revisite ça, peut-être vous avez un frère, et rappelez-vous d'un souvenir que vous avez vécu en commun, peut-être que les détails qui vous reviennent sont très différents. Peut-être qu'il y a des choses en commun, et peut-être d'autres moins. Donc dans cette deuxième piste, je vous invite à ne pas aller dans le « c'était mieux avant on ne faisait pas comme ça », et de voir que la vie des autres concerne leur perception du monde extérieur, et pas forcément le vôtre. Comme dans l'idée numéro 1, on avait un socle déjà commun de nos valeurs, de nos principes et de nos besoins, je vais évidemment vous ramener sur votre arc-en-ciel de besoins à vous, et non pas l'arc-en-ciel de besoins de vos parents, puisque le but c'est de nourrir nos besoins en priorité et pas les besoins des autres, de se dire je me détache tranquillement de ce que les gens vont pouvoir dire, poser comme mots et comme jugement. Je vais me concentrer sur ce que je veux moi comme parentalité et de ce que je vais balayer un petit peu, même si je l'ai vécu, même si les autres me disent que eux pensent que c'est mieux, je vais balayer un petit peu tout ça et je vais l'éloigner sans en faire un combat militant forcément, sans s'indigner et sans se rebeller, mais juste dire moi je choisis de ne pas accentuer ma parentalité là-dessus, de ne pas poser les règles et les limites comme elles m'ont été posées. Du coup, pour revisiter ces souvenirs-là, on va aller dans le dur un petit peu. Troisième idée, on va partir sur un bocal à deuil. Le bocal à deuil, c'est l'outil que vous avez déjà entendu sur Instagram ou que vous avez déjà entendu sur Clubhouse aussi. Donc le bocal à deuil, c'est
un processus qui est détaillé dans le parcours Emotizen sur le fait d'aller voir dans quelle émotion on était à ce moment-là de notre vie et quels besoins on avait ce jour-là. Et de comprendre que le déclencheur de ce jour-là, la perception qu'on avait du monde extérieur, les pensées étincelles qu'on avait avec Léopold le hamster de ce jour-là, sont différentes de la réalité, sont différentes de ce que l'autre a vécu. Imaginons, vous aviez 7 ans, vous aviez fait une bêtise et vous vous êtes pris une claque. On peut aller revisiter ce souvenir avec le bocal à deuil et on peut aller comprendre quelles étaient les causes, les conséquences, les comportements de l'adulte qui à ce moment-là n'a pas trouvé d'autre moyen que d'assurer son autorité et sa décision par une claque, de ce que ça a pu faire en vous comme jugement, comme perception, comme estime de vous et tout ça. Donc chacun de ces souvenirs qui sont un peu bloqués, qui sont vraiment des braises pour le coup. Alors il y en a des légères et puis il y en a des vraiment très difficiles. Moi je conseille aux clients de s'attaquer vraiment d'abord aux petites braises dans leur bocal à deuil avant d'attaquer les grosses. Les grosses, ça peut être la perte de son conjoint, ça peut être la perte de son enfant, ça peut être une maladie grave. On a travaillé un bocal à deuil avec un cancer, avec une des clientes. Donc ce bocal à deuil, c'est une pratique qu'on peut utiliser tous les jours, tous les mois, tous les ans, comme on veut, mais qui va nous permettre de faire la paix avec ce qu'on avait vécu. Et il ne s'agit pas de pardonner l'autre, il s'agit de se libérer de ce poids et de ce fardeau émotionnel qu'on traîne encore dans notre cheminée. Donc le but, c'est de réduire un petit peu la braise pour qu'elle ne se redéclenche pas à chaque occasion, pour qu'elle ne soit pas réactivée à chaque fois qu'on vit une situation approchante, qu'on vit une situation qui déclenche encore cette braise. Donc ça peut être parallèle à un travail thérapeutique, si vous êtes suivi déjà par une psychothérapeute, par quelqu'un qui vous suit à la PMI, par quelqu'un qui vous suit en libéral. Tout à fait, c'est complémentaire. Mais ce qui m'intéresse dans cette action, c'est de voir à quel point nos besoins de l'époque n'ont pas pu être tous satisfaits. Et les besoins de nos parents de l'époque n'étaient pas non plus tous satisfaits. Donc le chemin vers le pardon de la situation est plus important dans un premier temps que le chemin vers le pardon de la personne qui a fait cette situation. Mais j'y reviendrai tout à l'heure dans une autre piste. Donc ce bocal à deuil, il est fait pour nous libérer de tous les souvenirs un par un qui nous pèsent encore dans le présent. 4e piste pour alléger l'héritage parental, c'est de voir que dans notre projection de l'enfant, quand on était enceinte, quand on attendait ce bébé, on avait idéalisé un petit peu ce que c'était que la grossesse, l'accouchement, la parentalité, et même si on avait entendu des récits ou des témoignages ou des podcasts sur la difficulté, il y a eu un moment où on a pensé quand même que nous, on allait y arriver, que nous, on allait s'en sortir, que ce serait pas si difficile, qu'on avait déjà des ressources et tout. Et je trouve ça assez courageux de s'emparer de la parentalité comme ça, mais petit à petit, on voit que l'image se grignote, l'image de l'enfant idéal, du parent idéal qu'on pensait être, le parent à l'écoute, peut-être dans les clichés, on pensait peut-être ne jamais montrer de télé à notre enfant, ne jamais donner de petits pots à notre enfant, ne jamais s'énerver, ne jamais, etc. On pensait être en capacité de mettre tout ça, tous ces éléments-là qui nous paraissent valorisés par la société, valorisés par la parentalité bienveillante et positive dont on parlait la semaine dernière. Et petit à petit, on va accepter que ce n'est pas possible en fait de cocher toutes les cases. Ce n'est pas possible d'être un parent parfait. Ce n'est pas possible d'avoir un enfant qui soit 100% autonome, à l'aise dans ses émotions, qui n'ait pas de comportement inattendu et inapproprié. Ce n'est pas possible. Donc c'est une manière aussi d'adoucir notre héritage parental parce que quand on voit les effets dans le présent, on se dit « Ah, je comprends mieux aussi pourquoi mes parents ont eu des difficultés parentales. » Chaque parent a des difficultés parentales. Alors elles ont été plus ou moins bien accueillies, plus ou moins bien résolues en termes de choix de stratégie sur leur éventail de stratégies à eux, mais il faut quand même dire qu'à l'époque, l'éventail de stratégie parentale n'était pas aussi développé que maintenant. Il y avait beaucoup moins de documents, de recherches sur les neurosciences, sur la maturité, sur le développement, sur l'impact aussi des violences, sur la compréhension des émotions du jeune enfant. Tout ça, c'était pas aussi développé il y a 20, 30, 40 ans. Donc,
de faire la paix avec l'idée qu'on projette un enfant idéal, une parentalité idéale, de la même manière que les générations d'avant pensaient peut-être que élever des enfants c'était facile. Et leur méthode de l'époque n'était pas la même que maintenant, mais ils pensaient que ça réglait le problème. Il y avait une action, une réaction. Il y avait une cause, une conséquence. Même si c'était au coup de martinet, même si c'était au coin, même si c'était les genoux sur la règle, etc. Tout ça, c'était des stratégies. Peut-être que la conscience que ces stratégies avaient des effets négatifs passait complètement au-dessus de l'actualité du moment, de la considération sociale, économique. Tout ça, il faut le mettre en perspective aussi. Nous, maintenant, on a une vision de l'éducation et de la parentalité qui s'est beaucoup ouverte, qui s'est beaucoup mis en empathie avec ce que vivaient les enfants, et même, je pense aux hôpitaux. Maintenant, on prend en compte la douleur physique d'un enfant. Avant, on faisait des vaccins aux enfants, on ne se demandait pas s'ils avaient mal. On faisait le vaccin, ah, c'est bon, tais-toi, arrête de pleurer. Donc toute cette prise en compte des émotions de l'enfant, des ressentis de l'enfant, c'est un éveil des consciences qui est intéressant. Mais quand nous, on prend conscience de tout ça en devenant parents, on pourrait avoir la difficulté de se dire « Moi, je fais tous ces efforts-là alors que je ne l'ai pas reçu, alors que je ne l'ai pas vécu, alors que je n'ai pas vu que tout ça était possible et qu'on ne me l'a pas donné. » Donc il pourrait y avoir un tout petit côté injuste, tristesse, déception, nouveau deuil à faire dans notre cheminée, que cette bienveillance, cette empathie, cette douceur, cette coopération, cette expression, on aurait aussi voulu peut-être la recevoir, la vivre, la ressentir, de la manière dont on l'apporte maintenant à nos enfants, à la future génération. Donc ce petit point-là pour se dire, l'enfant parfait n'existe pas, le parent parfait n'existe pas, et c'était aussi le cas à l'époque de la génération où nous on était enfants. Piste suivante, de se réconcilier avec nos échecs, nos erreurs, du présent pour le coup. Ça veut dire faire alliance avec nous-mêmes. Je vous en ai parlé un peu déjà dans l'épisode de la semaine dernière, mais on fait chaque fois de notre mieux. On fait chaque jour de notre mieux, on fait un petit pas par un petit pas, un dossier par un dossier. Je vous invitais à aller sur la page de l'autotest du site sur lppzen.com. Il y a beaucoup d'items à cocher sur la parentalité. On ne peut pas à la fois être au top sur l'organisation de la maison, sur la pose des règles, sur l'éducation en famille, sur la communication dans le couple, sur prendre soin de soi aussi. Ça demande des ajustements continuels. Donc, quelle est votre priorité actuellement sur ce que vous percevez de la différence entre votre manière d'éduquer vos enfants maintenant par rapport à ce que vous avez vécu vous? Peut-être pas tous les dossiers en même temps. Peut-être que ça peut passer d'abord par la communication ou d'abord par les règles utiles. Ou peut-être voir comment vous prenez en charge les émotions de votre enfant. Est-ce que vous, en avez pris en charge vos émotions et est-ce que vous arrivez à le faire pour votre enfant? Donc ces petits thèmes-là, on peut les travailler en séance individuelle. Vous pouvez les travailler seul en prenant une feuille et un papier et en vous donnant peut-être des idées de stratégies. Comment faire pour mieux comprendre mes émotions quand j'étais enfant? Est-ce que j'ai trouvé quelqu'un qui a pu m'écouter à ce moment-là et où j'ai pu exprimer ce que je vivais intérieurement, parce que ce n'était pas forcément le cas quand on était petit. Il n'y avait peut-être pas autour de vous quelqu'un qui avait une oreille bienveillante, empathique et qui écoutait vos petits malheurs. Peut-être que oui, et dans ce cas-là, on peut mettre ça dans nos flammes agréables de gratitude, et ce sera le sujet de la semaine prochaine. Ensuite, on va voir que nos échecs actuels, dans le présent, sont un bon moyen aussi de les déculpabiliser, nos enfants, et de se montrer vulnérables dans le sens, si on était vraiment des enfants qui avaient tout réglé et qu'on voulait devenir des parents qui ont tout réglé et tout compris, ce serait une pression considérable sur nos enfants. Le fait qu'on soit vulnérable, le fait qu'on fasse encore des erreurs auprès de nos parents dans le présent et auprès de nos enfants dans le présent, montre que oui, la vie c'est comme ça. La vie, c'est une suite d'essais, une suite d'erreurs, une suite d'expériences, une suite de rectifications. Et pour nos enfants, c'est intéressant aussi de voir que leurs parents ne sont pas parfaits, de voir que leurs parents avancent avec leurs propres boulets aux pieds, avancent avec leurs propres épisodes à deuiller. Et avec ma grande fille, on en a parlé plusieurs fois parce qu'elle me voit évoluer et elle m'entend parler à la petite, donc à Siana, d'une manière complètement différente dont je lui parlais, elle, à 4 ans. Et parfois, je sens qu'il y a une petite pointe de tristesse et de déception. Parce que quand elle avait 4 ans,
J'étais très souvent en colère, j'étais très souvent agacée. J'étais en colère contre beaucoup de choses à l'extérieur de moi, contre l'éducation nationale, contre ma propre mère, contre le système scolaire, contre les hommes, contre etc. C'était terrible. Je faisais porter toutes mes flammes désagréables à l'extérieur de moi. Je rendais responsable le monde entier de ma douleur et de ma souffrance intérieure. Et me poser en victime, me poser en inaction, me poser et me déresponsabiliser de toutes mes flammes. Donc c'est pour ça qu'à ce point-là, maintenant, ça m'intéresse de vous donner ce mode d'emploi de vos flammes désagréables pour que vous en soyez pleinement auteur, autrice et responsable. Moi, j'étais incapable de le faire quand elle avait 4 ans, parce que je n'avais pas encore ces clés-là, je n'avais pas encore ces outils-là. Et quand elle me voit parler à Siana, eh bien, je sens que son cœur se serre et qu'elle dit « Ouais, tu me parlais pas comme ça à moi. Hein. » Donc, ça montre aussi à ma grande et à ma petite qu'on est en constante progression. On est en train d'avancer, on est en train d'évoluer. Et on n'est pas des modèles absolus pour nos enfants. De toute façon, si eux, ils sentaient à quel point on était parfait, ça deviendrait un idéal impossible à atteindre. Et comme les enfants essayent de plaire aussi à leurs parents, de se rendre aussi forts que leurs parents, ce serait vraiment très difficile pour nos enfants de vouloir nous ressembler si on était parfait. Donc félicitons-nous de ne pas être parfait, parce que comme ça donne à nos enfants l'idée que la perfection n'existe pas. Alors, prenons des avantages où ils sont, c'est déjà assez dur comme ça. Alors, petite piste supplémentaire, essayez de diffuser malgré nos défauts une patience et un amour inconditionnel à nos enfants. Ça veut dire que malgré leur comportement inattendu, imprévu, un peu dérangeant, de leur dire que c'est pas le comportement et le résultat de cette action qui va nous empêcher de l'aimer. Prouvons-leur à nos enfants qu'à tout instant, on leur fait confiance et qu'on les aime, même si ponctuellement, on n'est pas d'accord avec leurs paroles, avec leurs actions ou avec les résultats de leurs actions. Cet amour inconditionnel, c'est pareil, c'était pas quelque chose qui était très développé dans la génération précédente, donc on a pu ne pas le sentir, cet amour inconditionnel. On a pu sentir que c'était « oui, ce serait mieux si tu » ou « je t'aimerais mieux si tu » ou « quand même tu devrais ». Et on a peut-être beaucoup entendu, vous comme moi, des « il faudrait que », comme ça, sous-entendu « je t'aimerais plus » ou « tu serais une meilleure fille » ou « tu serais un meilleur fils si tu faisais ça » ou « si tu avais tel ou tel résultat ». Donc cette notion d'amour inconditionnel, elle fait très bateau dans la parentalité, vous l'avez sûrement entendu beaucoup, mais elle fait sens quand on s'interroge sur notre héritage. Est-ce que dans notre perception de l'amour inconditionnel, on a suffisamment rempli notre réservoir à nous en nous disant je suis aimé pour qui je suis et je ne suis pas aimé seulement si je fais plaisir, seulement si je suis gentille, seulement si je suis jolie, seulement si j'ai mon diplôme, seulement si je ramène le bel homme à la maison, etc. Est-ce qu'on est validé juste par notre présence et notre existence, ou est-ce qu'on est validé que quand on coche les cases qui sont attendues pour nous par nos parents? Donc je vous laisse introspecter ça de votre côté. Ça peut, une fois de plus, remuer pas mal de choses, de reconnaître qu'on a peut-être été accepté sous condition ou aimé sous condition. Donc je vous laisse avec beaucoup de douceur, si ces notions-là vous piquent un peu, vous grattent un peu. C'est quelque chose que j'ai pas complètement fini de traverser. Il y a des jours où ça m'affecte moins que d'autres. Et il y a des jours où je me dis, de toute façon, c'est comme ça. Donc la dose d'acceptation qu'on a à faire sur ce qu'on a vécu, sur ce qu'on a pensé vivre, sur ce qu'on a perçu et qu'on a reçu, on ne va pas pouvoir le changer. Maintenant, on peut faire la paix avec ce qu'on a vécu à l'époque et se le reformuler. La reformulation positive, c'est un outil que je transmets aussi dans mes accompagnements. C'est de revisiter ses souvenirs avec le bocal à deuil ou avec d'autres méthodologies comme le crash test, mais de se dire « je vais me reformuler cette situation que j'ai vécue de façon à ce qu'elle soit moins souffrante dans mon présent, que le passé ne contamine plus mon présent comme ça ». Donc on pourra revenir sur ce point-là si vous voulez en séance individuelle. Cette vulnérabilité vis-à-vis des enfants, cette manière de les aimer inconditionnellement. Et puis, dans l'épisode 72, vous avez entendu à quel point nous, quand on nourrit nos propres besoins en tant que femme, en tant qu'homme, on permet aussi à l'enfant de se dire « Waouh, je sens que mon
parent est apaisé, est heureux, est complet, et je ne suis pas là pour compléter mon parent. Je ne suis pas là pour aider mon parent à aller bien. Je ne suis pas une stratégie pour que mon parent aille bien. C'est une notion assez subtile aussi. Est-ce que je suis complètement autonome sur mes émotions ou est-ce que je les fais porter à mon enfant? De type, tu m'énerves, c'est de ta faute si je suis en colère, ou tu me rends triste, etc. Cette formulation, elle est très importante, elle fait vraiment partie de l'étanchéité des deux cheminées. Donc on en parlait dans l'épisode 71, dans la contamination émotionnelle. Je vous invite à regarder si vous, quand vous étiez enfant, vous aviez l'impression d'être responsable des émotions de votre maman, d'être responsable des émotions de votre papa. Une fois de plus, je me relie à vous si c'est difficile comme pensée. Et c'est peut-être quelque chose à détricoter maintenant que vous êtes parent, avec vos propres enfants. Est-ce que je fais porter mes émotions à mes enfants? Est-ce que je crois que c'est à cause d'eux que je suis en colère? Est-ce que je crois que c'est à cause d'eux que je ne suis malheureuse ou triste? Donc faites le scan de votre cheminée. Vous avez un exemple dans l'épisode 69 si vous voulez plus de détails sur cette technique que j'ai mise au point, ce processus. Donc dans l'épisode 69, vous allez avoir le scan dans l'ordre, comment scanner sa flamme de tristesse, de colère, en la décalant de la responsabilité de quelqu'un d'autre, en l'attribuant à une perception et à une reformulation et à une pensée étincelle personnelle, qui n'a rien à voir avec notre enfant. Notre enfant n'est jamais responsable de notre colère, de notre tristesse, de notre peur. Il peut faire partie de la situation déclenchante, mais il n'en est pas responsable. Une autre piste serait de vraiment gonfler le gros réservoir de carburant avec des flammes agréables. Puisque les flammes coexistent dans nos cheminées, on a des flammes agréables, des flammes désagréables, et le but étant, et on en parlera la semaine prochaine, d'augmenter le taux de flammes agréables. Puisque toutes ces flammes agréables, ça va être de la gratitude, de la reconnaissance, de la joie, de la paix, de la sérénité, et ça nous fait vivre. C'est une partie des composantes de notre bonheur au quotidien. Si nous, on arrive à se créer du bonheur personnel, on va le rayonner non seulement vers nos enfants, qui apprendront à se créer un bonheur personnel en toute autonomie, sans compter sur les autres, et on va aussi pouvoir montrer, sans vouloir en faire exposition ou sans vouloir convaincre, qu'on sait le faire maintenant tout seul. On ne fait plus dépendre notre bonheur personnel des autres personnes, de nos parents, de nos amis, de notre conjoint, de notre partenaire. On peut se créer nous-mêmes nos flammes agréables, on peut les maintenir, on peut les attiser, on peut les multiplier avec 2 ou 3 tequiles, avec 2 ou 3 lamelles de stratégies différentes. Si vous avez envie d'apprendre à construire tout ça, on peut prendre rendez-vous et je vous apprends à construire tout ça de manière autonome. Après, vous pouvez le faire vraiment tranquillement, de vous à vous, de vous avec votre partenaire de vie et avec vos enfants. Une autre piste, ce serait de voir que cette étape où on répare notre perception du passé, où on a l'impression de reprendre un peu le contrôle sur la douleur qu'on traîne, sur le sac de cailloux qu'on traîne, en fait c'est l'étape 4 de la méthode du phare que vous avez découvert dans la masterclass, pour expliquer les 5 étapes pour retrouver la sérénité en famille. Et parmi ces 5 étapes, donc la première étape c'est de prendre conscience qu'une autre manière d'éduquer ses enfants est possible. Donc on en parlait au tout début, il faut d'abord prendre conscience qu'on n'a plus envie d'aller dans ce schéma parental par héritage et loyauté. Le fait de changer, c'est nous qui allons créer ce changement. Au tout début où j'ai créé un bullet journal, j'avais mis cette citation qui me plaisait beaucoup, qui est « La porte du changement s'ouvre de l'intérieur ». J'aime beaucoup cette citation, parce qu'on peut rester comme ça si on veut, si on ne souffre pas, restons comme ça. Mais si on souffre, ouvrons la porte. Il y a d'autres façons de faire. Il y a des spécialistes qui peuvent nous aider. Il y a des gens qui ont des connaissances, des outils qui peuvent transmettre. Donc la première étape, c'est de prendre conscience qu'une autre voie est possible, qu'il y a de l'inédit, qu'il y a une résistance à changer, bien entendu, que monter en haut du phare, prendre conscience de ce qu'on a déjà fait et de ce qu'on voudrait, casser le moule, casser la chaîne héréditaire, ça va nous demander une certaine humilité. L'étape numéro 2 du phare, c'est le H, c'est l'humilité. On va admettre qu'on est en chantier, que oui, pour l'instant c'est difficile, on ne sait pas du tout où on va, parce qu'on ne veut pas reproduire, on ne veut pas réagir, on ne veut pas subir notre passé,
Mais comment mettre en place de la réussite? Il faut d'abord admettre qu'on a besoin de faire le point, d'introspecter, de faire un bilan, de faire un audit et un inventaire de ce qui ne va pas en nous. Et ensuite, on va plonger dans l'action. On va passer aux actions massives. Donc la 3e étape du phare, c'est l'action massive, le A. On ne va pas juste essayer, on va partir dedans. On va prendre une première décision, on va voir si ça nous convient. On va prendre une deuxième décision, on va voir si ça nous convient. Ce passage à l'action, il est important parce que sinon on reste dans un idéal inatteignable, non mesurable. Et le but d'un objectif, c'est vraiment qu'il soit concret, qu'il soit spécifique, qu'il soit mesurable, qu'il soit adapté, qu'il soit réel, qu'il soit temporel. Donc ça, c'est vraiment des termes de coaching, mais vous saisissez sans doute le sens de se fixer un objectif du genre « je veux arrêter de crier sans cesse sur mes enfants ». Ça, c'est un objectif atteignable, mesurable, réaliste. Je veux crier seulement une fois par semaine sur mes enfants. Pour certains, ça paraîtra facile. Pour d'autres, ça paraîtra inatteignable. Parce que vous êtes peut-être dans une telle émotion au quotidien, dans une telle flamme de colère permanente, que vous avez l'impression que sans crier, c'est impossible. Et j'ai des mamans à l'école qui me disaient ça. Je passe mon temps à crier, j'ai l'impression que si je ne crie pas, elle ne m'entend pas. C'était une petite fille de 2 ans, adorable en classe, qui en classe ne bougeait pas d'une oreille, mais à la maison, sa maman criait. Elle ne savait pas encore faire autrement. Donc elle est venue à tous les ateliers de parentalité, on a beaucoup parlé. C'est aussi grâce à elle que ce podcast existe, parce que tout ce que j'ai dit aux mamans du dispositif de moins de 3 ans, c'est ce que je dis maintenant dans le podcast. Donc je la salue si elle m'écoute, mais de se dire, elle ne voyait pas que c'était possible, et puis on a mis une action en place, une deuxième action en place, une troisième action en place. Elle a commencé par des temps de qualité avec sa fille, par une écoute de sa fille, par prendre soin d'elle aussi en tant que maman, et puis les choses ont bougé, sa fille a été plus attentive, plus à l'écoute, et elle a plus eu besoin de crier. Et on a célébré ça à la fin de l'année, c'était magnifique parce que elle disait mais j'arrive plus à croire que je criais sur elle avant. Du mois de septembre au mois de juin, ça a tout changé. Donc je suis toujours émue quand je repense aux mamans qui m'ont fait découvrir en fait cette mission-là, d'accompagner les parents et d'accompagner les émotions de l'enfant parce que il s'agit vraiment de faire les deux en parallèle. Une fois que le parent comprend les émotions de l'enfant et une fois que le parent comprend ses propres émotions, les deux routes sont tellement alignées et sont tellement rapides à construire en parallèle. Donc je vous invite vraiment à voir que cette étape du réparer le passé, donc cette étape 4, le R du phare, elle arrive parmi les 5 étapes de la parentalité sereine. On prend conscience, on va dans l'humilité, on a des nouvelles connaissances à acquérir et à tester. On passe aux actions massives. Ensuite, on répare le passé, ce qui nous pèse encore. Notre sac de cailloux, on l'explore. On part dans le bocal à deuil, on part dans le crash test des pensées. On part dans la reformulation positive. On part sur notre éventail de stratégies. On reformule nos besoins sur notre arc-en-ciel. On scanne nos flammes dans la cheminée des émotions. Tous ces outils-là, ils font partie des 5 étapes. Et la dernière, le E, c'est être ensemble. Parce que ce travail, vous allez pouvoir le faire avec votre meilleur ami, vous allez pouvoir le faire avec votre sœur, vous allez pouvoir le faire avec un spécialiste, peut-être une dame de la PMI, peut-être quelqu'un avec qui vous avez gardé contact suite à l'allaitement, une consultante en parentalité. Vous allez être entouré et vous irez beaucoup plus vite. C'est pour ça que dans le parcours Emotizen, c'est un groupe de mamans ensemble, qui avancent, qui se parlent dans le WhatsApp, qui se voient au live, qui s'entraident, qui s'entourent. Parce que quand on avance à plusieurs, on décuple les effets et on arrête de se sentir toujours coupable ou nul ou pas assez rapide ou pas assez performant. Et on essaye de moins se juger au fil du temps parce qu'on voit que tout le monde est sur un chemin d'amélioration et que chacun va à son rythme. Et comme la semaine dernière, il n'est pas question d'être la meilleure version de soi-même tous les jours. Il n'est pas question de faire toujours plus. Il est question d'être plus libre, de poser des actions dans notre parentalité en étant sûr qu'elles viennent de nous et qu'elles ne sont pas héritées du passé, qu'elles ne sont pas héritées de la société, mais qu'elles viennent vraiment de ce qu'on veut pour notre petite fille, pour notre petit garçon, pour notre couple et pour notre lieu de vie. Donc créons du sur-mesure sur notre parentalité en dépit des épisodes de votre passé, en dépit de ce que vous avez vu, entendu, vécu dans votre petite enfance, que je vous souhaite la plus douce possible, mais pour avoir accompagné aussi des parents qui ont eu des parcours de placement, d'adoption, de violence, de situations où ils ont été témoins de choses dramatiques, ces personnes-là
aussi ont une capacité de résilience, vraiment de passer à une autre version de ce que peut être la parentalité. Et on a beau avoir un sac troué, on a beau avoir vraiment des chaussures trouées et se dire qu'on n'y arrivera jamais, il suffit de commencer et ensuite le puzzle va se mettre en place. Donc je vous propose de passer à l'action. Quelle est la première étape de votre changement par rapport à votre héritage? Est-ce que vous allez écrire d'abord tout ce que vous avez vécu et ensuite point par point le revisiter avec un bocal à deuil? Est-ce que vous allez poser toutes vos flammes agréables? Et ça, on reverra ça la semaine prochaine. Est-ce que vous allez contacter une spécialiste pour mieux creuser tous ces processus et ces outils? Ou est-ce que vous allez rejoindre un cercle de mamans, un cercle de parole? Peut-être un atelier enfants-parents au centre social de votre ville. Il y a beaucoup de possibilités. Mais je vous souhaite vraiment d'alléger votre perception de votre enfance à vous, de votre petite enfance à vous, de votre adolescence à vous, pour vous libérer maintenant dans votre parentalité. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cet épisode vous a été utile. J'espère que vous avez trouvé des pistes intéressantes. Je serais curieuse de savoir laquelle a résonné le plus pour vous, laquelle vous a donné envie de passer à l'action peut-être, de sortir du jugement qu'on a été mal élevé ou que la génération d'avant aurait dû mieux faire. Le but, c'est pas d'accuser la génération d'avant, le but, c'est de savoir ce qu'on en fait maintenant, qu'est-ce qu'on met en place pour faire autrement, différemment, peut-être de manière plus apaisée et plus sereine pour nous d'abord, et puis pour nos petits loulous après. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Pour aller encore plus loin sur ces questions, pour vraiment trouver ce qui nourrit tes besoins à toi et tes émotions dans ta cheminée des émotions à toi, je t'invite au parcours Emotizen. Quand tu écoutes cet épisode, tu peux participer et candidater pour acheter le programme en ligne. J'ai hâte de t'accompagner à apaiser tes émotions et à retrouver de la joie et de la sérénité en famille. Tu trouveras tous les éléments pour t'inscrire dans la bio ou alors sur Instagram et Facebook. Très bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.